Ils se connecteront au fur et à mesure. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 37e édition du Book Club de Femmes et Diversité. Une émission une association que j'ai créée en novembre 2019 et qui a pour but de proposer un changement de regard sur la place des femmes, sur l'importance des femmes et de la diversité dans notre société à travers l'image et les récits inspirants. Donc, je le fais à travers un long métrage, un film documentaire qui porte la question de la mise en visibilité des femmes franco-maghrébines. Je travaille aussi sur une collection de portraits de femmes inspirantes que j'ai appelée Paroles de femmes et parcours de femmes qui ont osé aller vers la réalisation de soi, vers leur désir. Et puis une parenthèse littéraire mensuelle, ce book club que j'anime depuis le premier confinement pour donner la parole aux femmes qui abordent des questions en lien avec la condition des femmes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je suis ravie d'être en présence de Salma El Moumni, qui a écrit son premier roman, Adieu Tanger, publié aux éditions Grasset. Merci Salma d'avoir accepté notre invitation. Alors, Adieu Tanger, c'est l'histoire d'une lycéenne marocaine qui est contrainte de fuir sa ville natale suite au harcèlement qu'elle subit. C'est l'histoire d'un exil provoqué par l'humiliation et les menaces de mort qui pèsent sur l'héroïne. Salma El Moumni, vous êtes lauréate du prix roman des étudiants France Culture et vous signez votre premier roman avec Adieu Tanger. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour la première question, j'ai l'habitude de poser toujours la même, et c'est la suivante. Pouvez-vous nous raconter dans quel contexte est née la volonté d'écrire cet ouvrage? Bonjour Laïla, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui là parmi vous et de pouvoir parler de mon livre dans le cadre de cette association qui compte énormément pour moi dans l'idée et dans les principes. Donc l'idée de départ, en fait, elle est née quand j'étais en France, euh, à Lyon plus exactement. Et, euh, et voilà, c'était une envie d'extérioriser en fait cette étrangeté que je ressentais en permanence dans cette ville qui n'était pas la mienne. Si j'ai bien compris, Leïla, vous êtes à Lyon avec Oui. moi. Ça. Voilà, moi, c'était une expérience qui était assez inconfortable pour le moins. Et donc, de là est née en fait une idée d'écrire quelques scènes lyonnaises ou quelques moments dans cette ville. Petit à petit, il y a eu ce personnage qui a pris forme. Et je trouve ça important de donner en fait une voix justement à cette adolescente marocaine qui a confondu trop longtemps silence pour liberté ou pour tranquillité. Et je pense que c'est le cas de plusieurs femmes au Maroc, mais pas que, qui voilà, se sont parfois condamnées au silence pour pouvoir avoir une certaine tranquillité. Silence passe, enfin, qui voudrait aussi dire, je sais pas, soumission ou juste euh, euh, le fait de subir en fait des choses sans pouvoir les extérioriser, les exprimer ou même en faire part à d'autres personnes. Voilà, donc c'était un peu prendre le parti inverse et se dire qu'est-ce que ça fait quand une voix se déchaîne sur 180 pages et parle sans s'arrêter à elle-même. Hmm. Alors déjà, le choix du prénom Alia, est-ce qu'il est anodin? Parce que Alia, c'est aussi un départ vers la terre promise. Est-ce que c'était un choix conscient de choisir ce prénom ou pas du tout? Oui, oui, absolument. Il y a effectivement cette étymologie de l'hébreu de faire son alia, une sorte de retour en Terre Sainte qui, dans le cas de mon personnage, est impossible. Mais il y a aussi en fait la signification arabe du prénom qui est donc quelqu'un d'assez noble ou élevé. Je trouvais ça intéressant de redonner un peu justement la dignité à une femme qui s'est sentie bafouée ou en tout cas euh, salie dans son intimité. Alors, c'est vrai que la question. Donc, moi, je continue à poser les questions, mais n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir, hein, bien sûr, hein.
Alors, c'est vrai que le sujet principal de cette œuvre, c'est le corps de la femme, dans sa propriété ou dans le fait d'être locataire. Euh, alors, on a l'impression tout de même que le corps de la femme reste la propriété d'un patriarcat, à l'heure où les réseaux sociaux triomphent en dictant les normes de beauté des corps féminins. Que dit notre époque du rapport que nous avons à notre corps, et en l'occurrence que les femmes ont avec, avec leur corps? Bah, en fait, effectivement, il y a tout un. Enfin, il y a plusieurs couches en fait qui pourraient me permettre de répondre à cette question, mais ce sur quoi je voudrais peut-être parler, c'est justement sur cette question de représentation de soi. Euh, En fait, une jeune femme ou une jeune fille, parce que c'est vraiment de cet âge-là, en fait, qu'il s'agit dans le cas de Alia, on traverse un peu justement le début de son adolescence jusqu'à cet âge un peu adulte du début de la vingtaine, mais surtout cet âge-là adolescent. Et c'est une femme qui découvre donc son corps à travers le regard des hommes, parce qu'en fait, c'est un regard qui la dénature et elle ne comprend pas vraiment en fait ce que les autres voient d'elle qu'elle ne voit pas. Euh, S'ensuit alors ensuite sur la question justement des réseaux sociaux, etc. Euh, j'ai par exemple souvent eu pendant les entretiens ou des échanges autour du livre, des gens qui me disent alors donc Alia commence à se prendre en photo pour se réapproprier ce corps. Hmm. Et je suis absolument pas d'accord en fait avec enfin, voilà, après, chacun interprète comme il veut évidemment, mais en fait c'est justement la perversion de ce système que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire qu'elle se prend en photo pour pas du tout se réapproprier ce corps parce qu'elle n'est pas dans une démarche qui serait liée justement à une perte de ce corps-là à ce moment-là, elle est dans une démarche de mimer le regard masculin. Oui. Et à partir de là, on tombe en fait justement dans une sorte de système pervers qui est absolument gagnant, c'est-à-dire on nous fait croire qu'on se réapproprie notre image et qu'on reprend le dessus sur les images en se mettant en scène, mais en réalité, on ne fait que mimer et singer en fait euh, un système patriarcal, en fait. Et malheureusement, Alien ayant d'autres moyens ne fait que tomber là-dedans. Hmm. Ensuite, elle est prisonnière de ces images, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, c'est peut-être ça que je voulais mettre en avant, peut-être échanger aujourd'hui. Si on parle de l'époque en fait actuelle ou contemporaine, où on est en permanence dans la représentation de soi, à travers les réseaux qui nous font voilà vivre des sortes de centaines d'alter ego de nous-mêmes en permanence, et ben c'est compliqué de se dire euh, où est la réalité de soi et surtout à un jeune âge et où commence en fait la création d'un animal social en fait. Euh, Moulées par des indications qui sont, elles, patriarcales et misogynes. Hmm. Mais ce qui est intéressant finalement dans cet ouvrage, c'est que Alia, elle va se dissocier de son corps d'une certaine manière. En tout cas, elle va porter un regard sur son corps pour devenir un sujet ou un objet d'étude. Et donc, elle va contempler ce qui, chez elle, peut exciter les hommes de la rue. Enfin, en fait, ces hommes sont omniprésents en vrai. Et elle utilise son téléphone comme une arme qu'elle va braquer sur elle et l'utiliser pour mieux comprendre comment les hommes la regardent. D'ailleurs, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, Salma, qu'on puisse lire un petit passage en page 14, à Oui, partir oui, bien sûr. de... Voilà. J'ai pas mon ouvrage en revanche, si vous voulez. Alors, je vais le lire, je vais le lire. Je vais lire un tout petit bout, hein, c'est juste pour que voilà, les gens qui nous suivent puissent, voilà. Alors, immobile, le téléphone dans tes mains, tu passais de longues minutes à examiner les photos une par une, un petit sourire aux lèvres. Tu ne les regardais pas comme tu te serais regardé, mais comme si tu observais une femme dans la rue, comme si toi aussi, tu étais devenu l'un de ces hommes qui se tournent sur ton passage, la tête penchée pour mieux voir. Tes poses variaient. L'homme assis en terrasse d'un café n'avait pas la même vue que celui assis sur les marches d'un immeuble, ni celui de l'épicier ou du garde d'une administration quelconque. La frontière entre ces hommes et toi se brouillait à mesure que les photos s'accumulaient, que les jours passaient. Tu étais à la fois toi et un autre. Toi au moment des photos, un autre quand tu les observais.
Tu pensais saisir quelque chose. Tu pensais mieux comprendre ce que tu représentais, l'objet que tu devenais. Donc, quelque part, elle contribue à devenir un objet, mais c'est aussi pour mieux saisir ce qui excite le regard de l'homme, finalement. Oui, parce qu'en fait, le regard qu'elle porte sur elle-même, c'est le regard d'une fille qui ne pense pas à ce qu'elle représente et qui, voilà, en fait, c'est aussi le fait qu'elle a été arrachée à une sorte d'innocence de son âge en étant sexualisée trop tôt dans une société qui, de fait, euh, sexualise les filles avant même qu'elles ne comprennent justement ce que c'est de rentrer dans un système de séduction ou de oui, de rapport à l'autre. Et donc, ne comprenant pas quand elle se regarde dans le miroir, elle se dit, ah bah tiens, de, de, de différencier en fait les temporalités du moment où le regard se pose sur le corps, chose qui n'est pas possible quand on se regarde dans un miroir et qu'on est dans l'instant présent, elle pense aux photos. Voilà. Et donc au début, ce sont des photos plus ou moins expérimentales, et petit à petit, elle s'affine où elle veut à chaque fois avoir justement, oui, comme vous avez lu, chaque position, chaque regard, chaque angle pour pouvoir en fait se protéger. C'est vraiment une question euh, de se comprendre pour mieux faire face à ce qu'il attend dehors. Hmm. Euh, mais évidemment, elle se perd dans le processus. Mais c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Et puis petit à petit, quand je dis elle perd dans ce processus, c'est qu'elle commence à aimer ce qu'elle regarde, elle commence à aimer justement euh, ce rituel-là, cette mise en scène. Mais c'est parce qu'elle pense justement se réconcilier avec ce corps qui lui cause des problèmes concrètement dans la rue, si on veut. Et en réalité, tout ce qu'elle fait, c'est euh, de correspondre de plus en plus au regard masculin. Hmm. Alors, j'ai trouvé, je continue, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de voir l'exil comme, de mettre en corrélation en fait le corps et l'exil. On a l'impression que l'exil de Halia commence vraiment dans son rapport au corps finalement. C'est comme si déjà elle quitte son corps et donc elle est en exil d'elle-même pour pouvoir s'observer dans ce monde ultra patriarcal finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ah avec oui, cette oui, idée? absolument. C'est un exil intérieur en fait qui commence très tôt et qui commence peut-être même dès dans la petite enfance avec le rapport un peu conflictuel, pour utiliser un euphémisme, avec son père en fait. Donc c'est toujours ce regard de l'autre qui le rend soit étranger à soi-même et donc qui fait qu'elle n'habite pas réellement son corps depuis très jeune et que c'est un corps qui ne lui sert que pour que l'on peut tordre dans tous les sens pour qu'il ne dérange pas, pour qu'il soit le moins visible, pour qu'il ne- n'énerve pas. Enfin voilà, comment habiter son corps sans l'habiter réellement. Et donc ensuite, effectivement, il y a le réel exil, disons, qui est plutôt géographique cette fois, où là, ce sont d'autres thématiques qui entrent en jeu. Mais la constante, c'est comment je fais avec ce corps qui m'empêche plus qu'autre chose. Et ça, je pense que c'est une thématique vraiment très féminine. Hmm. Je pense que Oui. les hommes se posent peut-être, après, je sais pas, j'ai pas été dans un corps d'homme, mais peut-être moins la question de la présence en permanence dans l'espace public. Hmm. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Ménel, je crois que tu as lu le livre. Je te laisse Oui. intervenir. Ménel travaille avec moi, alors elle revient de courir pour elle en plus. Ah, super, merci. Alors, tiens. Ah, faut mettre la vidéo, Oh, Ménel. alors, attends, là, j'active mon micro déjà. Ok, Est-ce que vous me voyez? ouais, on te voit. Parfait. Super, et on m'entend. Et on Oui. t'entend. Super, merci. En tout cas, merci Salma pour ce moment. Oui, en effet, j'ai lu, j'avoue, je ne l'ai pas encore terminé. Mais par contre, moi, je le trouve très parlant d'une époque aussi actuelle par rapport à l'image. Et moi, ça m'a tout de suite fait écho par rapport à ce téléphone, ces photos, ce regard masculin, par rapport à, voilà, à toute cette vague de nude, de jeunes filles voilà, qui partagent des images à la demande des hommes. Et il y a d'une certaine manière, ça c'est assez, comment dire, standardisé. J'ai l'impression que c'est devenu presque normal. Enfin, voilà, il y a des campagnes de prévention, de choses comme ça. Et il y a encore cette histoire, voilà, de s'approprier son corps
en même temps, ça permet voilà, d'avoir qu'est-ce qui plaît tant dans mon corps et qu'est-ce qui appelle dans le regard de l'homme, en fait, quel intérêt. Et je pense qu'il y a enfin, c'est intéressant, j'ai trouvé ce lien avec l'époque d'aujourd'hui. Après, l'histoire est un peu différente, mais je trouve que ça se rejoint pas mal par rapport à l'appropriation, c'est ce que vous disiez, du corps de la femme et du male gaze, en fait, du regard de l'homme. Mhm. Ce corps, voilà, les images, les photos, avec voilà, tous les réseaux sociaux. On est beaucoup dans l'apparence, beaucoup dans l'image, beaucoup dans le. Il y a vraiment aujourd'hui une cristallisation autour encore plus qu'à l'époque, autour du corps de la femme, en fait. Il peut être aussi bien, comment dire, utilisé ou en tout cas fantasmé, etc. Mais aujourd'hui aussi, on s'en sert pour revendiquer, pour passer des messages. Il y a ça aussi. Donc il y a vraiment ce corps qui est aussi bien un support de, comment dire, de militantisme comme le fait aussi de peut-être sans s'en apercevoir tomber voilà, dans ce regard du corps de la femme via le patriarcat et via le regard de l'homme, via le male gaze, quoi, enfin, clairement. Donc c'est intéressant, je trouve, ça questionne aussi sur qu'est-ce que je fais voilà, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je fais Oui, de mon corps. absolument. Je m'en sers, enfin, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que c'est devenu complètement un support, en fait, un canal de ce que je suis, de mes valeurs, de voilà, qu'est-ce que je partage avec mon corps, en fait. Mm, mm. Oui, absolument. En fait, vous parlez justement du militantisme slash voilà, la représentation de soi de façon complètement stéréotypée et, euh, et réifiée. On n'est pas arrivé à une neutralité du corps. Vous savez, je sais pas, le fait que notre corps serve à plein de choses, à vivre, à habiter, à courir, Mm. et ne pas se demander en permanence la question de la représentation. Et c'est ça qui est problématique, que ce soit dans un sens comme de l'autre, c'est en permanence euh, se poser la question voilà, du paraître, de qu'est-ce que c'est que je renvoie. Et je pense que ça, en un sens, c'est forcément des éléments euh, qui bloque en fait une femme, même quand elle veut justement se servir de son corps enfin, pour militer, il y a quand même quelque chose de je ne peux pas juste m'exprimer face à l'autre, euh, il y a quelque chose entre nous. Bon, voilà. Et donc ça, c'est effectivement un problème, je pense. Et puis de l'autre côté, sur la question oui, du revenge porn de manière générale, bah, euh, j'ai pas voulu à enfin, que mon livre soit vraiment un roman sur justement la question euh, de, de- des photos volées ou bien des dégâts d'Internet sur la vie d'une jeune fille. Mais je voulais plutôt vraiment aborder la question, oui, comme vous avez dit, de l'appropriation en fait. Euh, Ces photos-là, elles ont, enfin, elles ont fini sur Internet. euh, Parce qu'elle s'est refusée à un jeune garçon. Et puis même auparavant, elle les a prises parce qu'en fait, elle sentait que son corps, quand elle marchait, ne lui appartenait pas. Enfin, il y a toute une suite en fait de répercussions à ces photos-là qui, elles, déterminent vraiment euh, la vie d'une jeune fille. C'est une sorte de boule de neige de culpabilité qui la suivra sa vie entière. Qui s'arrête pas en fait à justement ce moment de la violation d'une intimité ou de la vie privée de cette adolescente. C'est quelque chose qui détermine en fait toutes les violences qui suivent. Et ce rapport coupable au corps, euh, lui, paraît comme une sorte de fatalité qui est peut-être partagée par beaucoup de femmes et qui, moi, m'interroge. En tout Mm. Oui, et puis il y a aussi la question de la colonisation de ce corps. C'est vrai que donc elle rencontre ce jeune Français dont elle tombe amoureuse. Et puis on a l'impression que le corps de Alia, effectivement, ne lui appartient plus, qu'il est colonisé par ce Français, par le regard des hommes en général et par le regard de cet homme qu'elle aime, de ce jeune garçon qu'elle aime en particulier, qui en plus, qui sait, lui, que son sexe, que sa nationalité
lui confère de fait un certain pouvoir, si ce n'est dire une certaine suprématie sur elle, et donc il va en abuser, il va en user et en abuser. Donc j'ai trouvé ça intéressant que vous parliez justement de comment l'amour est biaisé dans le rapport à l'autre, dans le rapport à l'homme, mais aussi que ce Français finalement lui rappelle qu'il y a cette histoire de colonisation des corps de la femme et que ce récit-là est, je trouve, assez bien amené parce on a la sensation qu'elle est prise au piège aussi de cette histoire coloniale, d'une certaine manière. Est-ce que vous voulez en toucher deux mots? Oui, oui, bien sûr, absolument, absolument. En fait, j'avais vu justement la question de quelqu'un qui demande quel âge a la protagoniste. Euh, bon, il y a plusieurs âges, parce qu'en fait, c'est un roman qui fait plusieurs allers-retours dans le temps. Mais disons qu'effectivement, elle est lycéenne et qu'ils sont adolescents. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, je veux mettre en scène aussi deux adolescents qui ont tous les deux 17 ans, à l'âge où Rimbaud disait, nous, on n'est pas sérieux à 17 ans. Et pourtant, tous les deux sont dépassés par une sorte d'histoire coloniale, euh, un héritage qui fait que d'un côté, il y a un jeune homme qui a toute l'insouciance de son âge et peut-être l'impunité, justement, de son statut de Français qui habite au Maroc. Et de l'autre côté, il y a une jeune fille qui porte un fardeau de siècles de culpabilité et d'infériorité, en fait, euh, coloniale qui semble presque innée, en fait, que ce soit une infériorité, justement, genrée ou bien raciale. Et donc, enfin, cette relation-là entre ces deux euh, personnages ne peut être euh, que catastrophique. Euh, et, euh, et voilà. Et bien sûr, je voulais aussi remettre en contexte, en fait, voilà, parce qu'on parle d'exil, par exemple, on parle d'immigration pour Alia. Dans lui, on parle d'expatriation, ces différences de statut qui font que un Quentin au Maroc ou une Alia à Lyon, bah, ça va pas être la même chose, quoi. Et, euh, et ça conditionne aussi les relations du coup qu'on entretient avec les autres. Et ça commence très tôt. Donc voilà, je pense qu'il y a un aspect de d'historicité qui est important à prendre en compte, puisque de fait, il s'exprime dans les mœurs, quoi. Mm. Et puis, il y a aussi la loi qui est rappelée dans votre ouvrage. C'est une loi aussi qui incrimine les victimes d'une certaine manière. Enfin, c'est la loi marocaine, bien sûr, mais aussi quand elle vient en France, elle s'aperçoit que finalement, euh, le, le sort qui est réservé aux victimes est le même, puisque lorsqu'elle va au commissariat pour dénoncer, etc., on lui rappelle à sa place de femme qui envoie des photos séduisantes, enfin de séduction, je ne sais plus quel était le terme déjà. Le Euh, charme. ouais, les photos de charme, voilà, c'est ça. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a une dimension sacrificielle du corps de la femme où elle est toujours sous le regard, sur les regards lubriques des hommes, omniprésents, envahissants, occupant tous les espaces de sa vie privée et publique. Et c'est assez angoissant, à vrai dire. Je voulais parler enfin, je voulais lire le passage de l'interrogatoire, et puis après, j'aimerais bien avoir votre retour. C'est en page 99. Donc, comme vous n'avez pas votre livre, je m'y colle. Merci beaucoup. Alors, alors, donc, du coup, Alia est au commissariat, elle veut dénoncer ce qui se passe et en fait, elle se trouve confrontée à une situation assez insupportable. L'interrogatoire a repris. Seb, donc Seb, c'est le gendarme, te demandait ce que tu faisais en France. Il essayait d'avoir l'air sympathique. Je te tutoie, hein, alors que tu avais déjà laissé faire la première fois. Le huis clos s'est resserré. Deux autres agents sont rentrés dans la pièce derrière ton dos. Tu as répété, je retire ma plainte, je retire ma plainte, je vous en supplie, je retire ma plainte. Les questions fusent, des trois agents en même temps. Tous étaient curieux. C'était la grande distraction, la pause récréative entre les déclarations de vol et de perte d'identité, de perte de pièces d'identité. Une quatrième personne était à l'autre bout du téléphone. Seb devait juger important d'en informer tout le monde. Il se renseigne, il essaye de trouver des solutions. Tu t'es effondré en larmes. Seb balayait les photos pour les revoir, les décrire à son collègue au téléphone qui lui demandait des détails. Des photos de charme, les appelait-il.
non, pas d'appareil génital visible. Tu es devenu un échantillon dans un cabinet, petite souris qui courait dans une roue à n'en plus pouvoir, observée par des chercheurs blasés qui surveillaient chacune de ses réactions, toisée, désarticulée, démembrée. Tu as vainement tenté de serrer ton manteau autour de toi pour cacher ton corps. Tu as eu envie d'être cette même souris pour pouvoir fuir de là. Ça donne froid dans le dos quand même, ce passage, je trouve. Et ça rappelle que finalement, lorsqu'on va chercher la justice, lorsqu'on va solliciter des personnes pour se défendre, eh bien, on est relégué on est rappelé en fait à ce corps féminin qui attire les regards lubriques. Oui, absolument. Et puis, en fait, ça montre aussi que peu importe justement les lois, parce que j'ai trouvé ça très important de parler de la loi marocaine et on pourra y revenir, euh, et d'une loi liberticide, et de l'autre côté, justement, la France, avec cette loi qui est un peu plus pernicieuse, mais qui empêche les victimes de violences quelconques. euh, En fait, quand elles sont majeures, si les faits se sont produits lorsqu'elles étaient mineures, ces personnes-là doivent quand même avoir le témoignage de personnes qui étaient majeures à l'époque, etc. Bref. Et donc, des conditions qui, voilà, euh, font que les victimes restent victimes, qu'elles ne peuvent même pas se faire justice, et qu'en plus, en l'occurrence, là, il y a ce truc autour du corps qui est détaillé, disséqué dans tous les sens. Et en réalité, Alia est coupable d'une seule chose, elle est coupable de ses photos. Et donc, peu importe en fait le pays où elle va ou la loi qui change, la réalité, c'est qu'à chaque fois, on lui pose, mais pourquoi ces photos? Et ces questions-là, elle est au cœur en fait du sujet. Et on pourrait même dire que le roman entier s'épuise à répondre à la question pourquoi Alia prend ces photos. Et, euh, et donc une femme est réduite en permanence à son corps, là où l'impunité masculine, qu'elle soit justement au Maroc pour des raisons X ou Y ou en France pour d'autres raisons encore, elle continue de ne pas être interrogée. Euh, ce passage-là, il est angoissant pour ce qu'il est, pour cet interrogatoire, pour ces quatre flics dans une pièce, mais il est aussi angoissant pour en fait, cette perte d'espoir totale, ultime. Euh, euh, Ayas garde un peu cette carte, la carte porter plainte comme une sorte de carte joker quand ça deviendra insoutenable ou que toutes les autres solutions auraient été épuisées. Et puis à la fin, elle se rend compte que voilà, cette carte-là est terminée et elle peut pas être jouée. Maintenant, il n'y a plus d'espoir, en fait. Et voilà, ça, c'est aussi, je pense, un roman qui évoque comment la perte de l'autorité, en fait, d'une autorité qui protégerait les femmes, se fait petit à petit. Le père ne la protégera pas, la justice de son pays ne la protégera pas, et la justice d'un autre pays qui se défend d'être le pays des droits et des libertés euh, ne la défendra pas non plus. Oui, c'est une trahison sur toute la ligne. Alors, Louise a dit, on voit ici toutes les difficultés de porter plainte, qui plus est en étant mineure. Oui, effectivement. Et puis il y a aussi Ouais. pour la femme l'hyperconscience de provoquer le désir ou l'intérêt dans le regard de l'homme, quoi. Il y a quand même une fatigue psychique à être toujours conscient de voilà, ce qu'on va porter pour justement ne pas susciter l'intérêt ou pas être dévisagé comme étant une allumeuse. Je crois qu'il y a un film qui sort, Absolument. hein. Ouais. Oui, 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 c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, justement sur la question euh, de ce corps qui est toujours là, même quand on cherche à militer ou enfin, à l'utiliser pour d'autres fins que celle de la séduction, en fait. Enfin, le, la question enfin, ce qu'on appelle maintenant charge mentale, mais qui, il y a quelques années encore, n'était rien du tout et qui était considéré normal, c'est aussi cette charge de se dire, voilà, de planifier tout un itinéraire, tout un chemin, une tenue, un machin, parce qu'il y a en fait la question d'un corps qui ne peut pas exister euh, dans une rue ou dans un espace public sans être, sans questionner, sans déranger, sans être vu à la limite. Voilà, Mm. la neutralité n'existe pas. Et cette jeune fille l'apprend un peu euh, à ses dépens. Voilà. Mm. Alors, une sorte de viol avec consentement qu'elle doit raconter inlassablement
Et en cela, c'est très difficile, dit Louisa. Bah, Louisa, je te laisse prendre la parole. C'est mieux de poser la question en direct. Faut activer ton micro. Oui, désolé, j'ai retiré la caméra afin que vous ne soyez pas en fait dérangé par mon chihuahua qui risque d'aboyer. Donc, désolé par avance si jamais cela se produit. Oui, effectivement, c'est un passage qui m'interpelle, qui est très intéressant puisqu'elle est mineure. C'est pour ça que j'ai demandé l'âge. Et donc, j'imagine que elle doit avoir l'aval d'un de ses parents. Absolument, oui, c'est ça. Voilà, et que effectivement dans la société marocaine, maghrébine, moyen-orientale que je connais bien, c'est extrêmement difficile. Elle a été très très courageuse d'aller jusqu'au commissariat, déposer une plainte. Et effectivement, je connais aussi ce passage où elle n'est pas seule face à quelqu'un qui a été, on va dire, même s'ils ont des formations, c'est un homme qu'elle a en face d'elle. Et même si c'était une femme, et c'est ce qui est très paradoxal, il n'y a pas forcément de sororité, on va la juger d'emblée. Et Mm. ça, en fait, quand on se retrouve face à un jury qui forcément va porter un jugement, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça, je pense qu'elle dit, je retire ma plainte, puisque elle sait que c'est perdu d'avance. Et ça, c'est terrible, hein. C'est terrible. Parce que c'est insidieux, comme vous l'avez dit, et très justement. Je trouve que c'est un passage très, très intéressant. Et ouais, ça montre la difficulté finalement qu'ont les femmes à se préserver tout en assumant leur féminité. C'est le grand paradoxe, je pense. Donc, en plus de surcroît, être jeune et jolie, c'est comme un fardeau. C'est un héritage transgénérationnel pour moi qui est difficile. Et elle verra que effectivement, en prenant de l'âge, en ayant eu cette histoire, ça la, comme on dit un peu grossièrement, ça la blindera ou ce sera un fardeau qu'on devra cacher. Et il y a une pudeur dans le monde arabo-musulman. Donc, on n'a pas envie d'en discuter, on n'a pas envie d'ouvrir. Donc, ça sera mis sous cloche, j'imagine. Bah, dans le cas de Alice, ce qui est surtout au-delà de la pudeur, c'est surtout la peur en fait. C'est une jeune fille qui est terrifiée par son père. Et, euh, et donc il y a aussi cette peur-là qui fait que justement elle retire sa plainte à l'idée qu'on puisse prévenir ou alerter ses parents sans son accord. Euh, et, euh, et donc il y a aussi une sorte de hiérarchie dans se faire justice, l'idée voilà, euh, D'avoir l'aval du père, oui. absolument, d'avoir l'aval du père ou l'idée que le père même sache et prime sur tout le reste. Et donc, elle Oui, peut faire en sorte. c'est une double peine, j'imagine, parce que Mm. c'est toucher à l'honneur de la famille, de toute la famille. Oui, et puis il y a aussi justement cette relation très compliquée qu'elle entretient avec lui elle n'ose même pas s'imaginer au-delà de la question de l'honneur. Je sais pas, c'est même ne serait-ce que juste la peur de. Je sais pas de quoi elle a peur exactement. Oui, la peur des Mm. représailles, Oui, du harcèlement, du fait de se dire on n'en parle pas, c'est mieux. C'est pour ça que je parlais de l'image sous cloche, parce que mm. elle vivra avec ça toute sa vie. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est bien d'avoir créé ce roman, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui touche énormément de femmes, je pense, et c'est bien d'avoir mis de la lumière dessus. C'est très, très instructif. Merci. Merci en tous les cas. Merci, merci. Non, mais c'est vrai, justement, je voulais aussi mettre en avant, et c'est pour ça que le temps est un peu distendu, etc., et que chronologiquement, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est aussi montrer qu'en fait, justement, quand ce fait arrive, et qui est un fait qui n'est même pas isolé, juste de photos, de machin, etc., tout le monde est au courant, ça a son lot de honte et d'humiliation, et ensuite, tout le monde passe à autre chose. Il y a une Mhm. seule personne qui restera figée à jamais, c'est cette jeune fille, en fait. Et cette jeune Oui, fille, elle pourra avoir, enfin, elle pourra avoir 10 ans qui la séparent de ses photos, 15 ans, 20 ans, elle restera tout à ce fait. corps. Et enfin, Tout dans à le cas fait. de Radia, c'est ça que je voulais justement décrire, c'est comment le temps est passé pour tout le monde et que tout le monde a même oublié cette histoire probablement,
ou que c'est devenu un truc, je sais pas, que ça pourrait devenir en fait un souvenir anecdotique qu'on se raconte aux retrouvailles des lycées, ou je sais pas, peut-être pas, bon bref, peu importe. Et en l'occurrence, elle est restée encore figée dans un tas de pixels sur un site. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui va déterminer non seulement son rapport à tous les autres hommes, ou même son rapport à l'autre, mais c'est surtout son rapport à elle-même. C'est Mm. une identité qui est fracturée, qui est fragmentée à partir du moment où il y a eu cette violation-là. Et c'est quelque chose qui Mhm. n'a quittera pas. Mais c'est pour ça que j'ai écrit aussi enfin, le roman à la deuxième personne du singulier, pour manifester dans l'écriture cette fragmentation qu'il y a en fait dans son rapport à elle-même. C'est une personne qui ne peut pas se parler directement, elle qui s'est regardée, en fait, qui se regarde Mhm. tellement et tellement longtemps, juste Mhm. se parler ou parler à quelqu'un d'autre revient un peu à la même chose. D'accord. Et j'avais juste une question, pardon, j'ai pas lu votre roman encore. Est-ce qu'elle en a parlé à une de ses sœurs ou c'est ce qui arrive souvent, ou à une amie ou à sa maman, tout simplement. Une femme en fait. Oui, elle n'a pas de Euh, solidarité féminine là, hein. non, il y a l'histoire avec une autre fille qui s'appelle Safia. Euh, mais non, il y a toujours cette honte qu'il y a autour. Il n'y a pas de sœur, c'est une fille qui est donc une fille unique. Mhm. Et puis la mère est absente. C'est vrai que la mère est absente dans le roman, volontairement, en fait. Enfin, le père est très présent, mais la mère pas du tout. Et c'est aussi une manière de montrer euh, la place, en fait, que tient justement cette mère dans la famille. C'est-à-dire une place assez effacée. D'accord. Voilà. Et puis le manque de soutien aussi qu'elle va avoir de ses amies filles, de ses amis de lycée qui vont. Enfin, d'ailleurs, elle apprend qu'elle est en ligne. Enfin, je veux dire qu'il y a du cyberharcèlement qui Mm. démarre par l'intermédiaire d'une fille, mais elle aura très peu de soutien des femmes. Et donc, ça accentue évidemment son isolement et la trahison finalement dont elle est victime. Mhm. Oui, oui, Merci beaucoup. il y a enfin, à un moment, elle dit ton sacrifice est leur sursis. Et en fait, il y a quelque chose d'une sorte euh, de silence, pas complice, mais un silence qui se sait. Et en fait, toutes ces femmes-là ne peuvent pas la soutenir, ne peuvent pas l'aider ou ne peuvent pas. Parce qu'elles-mêmes ont. Euh, elle se dit qu'en fait, chacune d'entre elles a une histoire comme ça, a une photo compromettante, a quelque chose qui la terrifie et pour laquelle elle ne prendrait pas de risque. Donc, en un sens, euh, elle est isolée, en fait, de fait. Et, et en plus, l'âge des familles lycéens, c'est un âge dur, c'est un âge où on est méchant, c'est un âge. Voilà, c'est pas la même chose, en fait, que plus tard, peut-être dans la vie, je sais pas. Mais. Le regard de l'autre prône sur tout le reste. Le regard du groupe, en fait, est beaucoup plus important que l'aide individuelle quand on est adolescent. Mm. Tu peux me permettre? Alors, oui, Tu bien m'entends, Léa? sûr. Oui, oui, vas-y, Ménel. Ouais, rapidement, moi, c'est ça aussi qui m'a dans le roman. Cette phrase-là, enfin voilà ce passage où dit, ben, en fait, il n'y a pas vraiment de sororité ou d'aide parce qu'en fait, elles-mêmes, elles sont dans cette problématique et sûrement elles-mêmes, elles ont ces photos ou d'autres choses qui sont là. Et tant que c'est Alia qui est en lumière, c'est elles qui ne le sont pas et ça leur va très bien en fait. Il y a une histoire de, voilà, d'un peu de se protéger en Mm, sacrifiant une autre. mm, Euh, mm, pendant que les regards sont axés sur Alia, bah, on nous fout la paix, on ne vient pas dans nos affaires à nous, en fait. Mm. Il y a vraiment ça. Oui, c'est Dans ça, cette c'est peur, en exactement fait, ça. dans cette peur, cette peur nourrit la désolidarisation totale, en fait. Absolument, absolument. Et de trop se rapprocher de Alia ou de trop la défendre, on finit par être coupable, en fait, de quelque chose, ou d'un Dommage cache. collatéral. Hmm. Oui, exactement. Donc, il Mm. faut la laisser toute seule, ouais. C'est un peu le bouc émissaire, en fait, Alia, Ouais. de cette affaire collective. Oui, c'est ça, exactement. Elle est que le symptôme d'une société. Enfin voilà, c'est pour ça qu'aussi elle n'a pas un caractère monstrueux d'anomalie. Mais bon, c'est sur elle que c'est tombé, quoi. Ça, c'est un tirage au Mm. sort. Alors, Adieu Tanger, est-ce que, enfin moi, ça m'a un peu rappelé dans le titre, un peu comme ça, court percutant, ça m'a rappelé Bonjour Tristesse. Il y avait une inspiration quelconque par rapport au titre ou pas du tout? Non, c'est vrai que mais c'est un parallèle qui me va très bien, hein, mais euh,
c'est un parallèle, c'est marrant que vous me dites ça parce qu'en fait, Adieu Tanger, c'est un titre qui me plaît pas du tout. Donc mon livre est passé, enfin il y a eu le prix des étudiants, donc j'ai rencontré pas mal d'étudiants avant dans le cadre de ce concours-là, enfin de ce prix-là. Et ensuite, il y a eu un prix aussi de lycéens. Et j'ai rencontré des lycéens il y a encore 3 jours et ils sont tous dégoûtés en fait par ce titre. Et je me dis, enfin, je fais une parenthèse, mais je me dis que ça a peut-être sa place ici parce qu'en fait, c'est souvent des jeunes filles voilà, qui sont dans ces classes-là. Et elles m'ont toutes dit que c'était vraiment dommage parce que c'était un message de négatif en fait, très 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 pessimiste que de dire à Dieu Tanger que cette fille ne puisse pas rentrer chez elle. Euh, et je pense qu'elle voulait en fait avoir vraiment la vie d'une héroïne en fait, de quelqu'un qui se bat et qui résiste contre vents et marées et qui à la fin revient fière. Ou je sais pas ce qu'elle s'imaginait, mais je me suis dit que euh, c'était révélateur, surtout ces lycéennes qui je pense ont eu beaucoup de enfin, qui ont dû lire le livre différemment d'autres tranches d'âge, puisqu'elles sont vraiment directement, je pense, concernées par Concerné. au moins des histoires. Voilà. Ouais, je pense que qu'elles ont vu ça comme un message de non-espoir. Alors que De pour moi, ça renoncement. l'est pas vraiment, oui, oui, voilà, de renoncement ou même de céder, en fait, que finalement, ils auront gagné, quoi. Euh, alors, bon, je sais pas, moi je trouve que Adieu Tanger, c'est une manière aussi de dire adieu à l'enfance, de dire adieu à cet âge où on croit encore que, enfin, je sais pas, à la l'omnipotence du moins du père et de l'État, et qu'on croit qu'il y a des monstres sous le lit et qu'on va nous en protéger. Et en fait, euh, le- le- devenir adulte, c'est aussi faire le deuil d'une certaine vision du monde et d'une certaine innocence. Et en cela, Tanger, c'est ce qu'elle représente pour Alia. Donc peut-être moins bonjour tristesse, je ne serais pas non plus au revoir tristesse, mais c'est un entre-deux. Mais c'est un bon parallèle, ouais. Mm. De quitter l'enfance, en fait, une sortie de l'enfance un peu brutale qui se passe en un temps très resserré. Et en cela, peut-être que ça se rapproche justement du roman de François Sagan. Mm. Oui, de quitter sa terre, c'est aussi trahir pour mieux se construire finalement, hein, trahir les siens ou trahir sa terre pour pouvoir grandir mieux ailleurs. D'ailleurs, j'ai trouvé que Bah la ouais. terre était un peu symbolisée par son alter ego marocain, c'est Ilyes, je crois, Oui, qui est un peu son double, quoi, finalement, hein. C'est un peu son oui, tuteur qui l'aide à la structurer, qui lui donne espoir, qui est voilà, c'est l'homme qui sécurise quoi. C'est l'antithèse finalement de cette société liberticide. oui, il y a c'est l'homme qui sécurise, mais en même temps c'est l'homme qui de fait ne l'a pas protégé, mais parce que enfin, c'est aussi une manière de réaliser que qu'elle est seule et que personne ne vraiment, enfin, ne va vraiment la sauver. Après, Ilias aussi, c'est pour moi un personnage qu'elle a beaucoup fantasmé, qu'elle a beaucoup imaginé les années durant, etc. Et qu'elle a imaginé justement comme une sorte de rock, mais c'est plus sa création personnelle que la réalité en fait du personnage. La preuve en est quand elle le retrouve. Désolée Ménel, spoiler. Spoiler, Bah en fait, alerte. euh, il est il est tout autre. C'est quelqu'un qui en fait a lui-même cédé aux exigences sociétales et qui a été bouffé par cette machine un peu cruelle euh, qui justement après la mort de son père voudrait que ça devienne l'homme de la maison et qui donc a quitté trop tôt peut-être sa jeunesse. Donc partir quelque part, c'est résister aussi. Oui, oui, oui. Partir, c'est résister, bien sûr, à elle qui pensait ou qui était persuadée qu'il ne lui restait que deux alternatives, la prison ou le suicide. Partir, c'est évidemment trouver, think out of the box, j'imagine. Ouais, ouais. Francesco, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, non, j'ai grand envie de lire ces livres aussi pour les sujets, je l'ai bien compris, ça m'a bien expliqué toutes les choses. Je pense qu'il est un livre très, très intéressant. Et j'ai aussi la curiosité, c'est son premier roman, de comprendre aussi comment elle a fait, sa manière d'écriture, les chapitres, quel est le temps qu'il a mis pour écrire ces romans?
En fait, j'ai commencé à écrire sans réaliser enfin, sans vraiment conscientiser le fait que je voulais que ce soit un roman. C'était plutôt des feuilles volantes, voilà, de ce personnage qui petit à petit prenait forme, qui se promenait à Lyon. Et en fait, je dirais qu'en tout et pour tout, ça m'aura pris 4 ans. Euh, voilà, mais en incluant justement ces moments d'hésitation sur ce que je voulais en faire de ces extraits-là. Et, euh, et voilà, donc ouais, 4 ans. Et comment j'ai fait pour les chapitres en- euh, j'ai voulu suivre en fait non pas un fil chronologique mais plutôt un fil de réminiscence pour vraiment imiter en fait la psychologie humaine disons là où un cadre classique aurait un début, une fin et un milieu. Je voulais vraiment suivre en fait comme on était vraiment coincé dans l'intériorité du personnage qui se parle suivre comment la mémoire fonctionne, c'est-à-dire que voilà, on est en train de faire quelque chose, elle tombe sur une photo qui lui rappelle ce souvenir, ou elle sent une odeur, et voilà, je voulais vraiment que l'écriture soit centrée sur les sensations d'odeur, de bruit, de toucher, de couleur, et que ce soit ces éléments-là qui rappellent telle ou telle scène et qui nous plongent dans le passé. Et moi aussi, je pense que le titre, c'est magnifique. Moi aussi, j'avais pensé Bonjour Tristesse tout de suite, mais tu as bien expliqué. Et le titre, c'est très, très important Oui, pour c'est un vrai. livre. Et là, donne aussi l'idée qu'il y a un bon livre. Mes compliments, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous. Je vais vous laisser le mot de la fin. On arrive au terme de notre échange là. Je ne sais pas s'il y a une question ou une remarque avant de clôturer cet échange, mais sinon, bah, je vous donne la parole, Salma, pour clôturer. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de Euh, question. Non, bah, merci pour cet échange-là. C'est vraiment intéressant pour moi de voir aussi d'un point de vue plutôt sociologique et expérimental sur bah, qu'est-ce que les violences font aux femmes. Et puis, j'ai bien aimé parler de Alia comme si c'était un personnage, enfin une vraie personne en fait qui était parmi nous. Ça Mm. me fait du bien. Ça me fait du bien, voilà, de la rendre là. Et je pense qu'elle aurait été contente. Ouais. De la rendre vivante parce que finalement, Alia, elle vit en nous aussi, hein, Absolument, oui. elle est un personnage qui est vivant. Alors, je vous remercie pour ce roman que j'ai trouvé vraiment percutant en tant que femme, mais aussi en tant que mère de jeunes adolescentes. C'est un roman qui nous rappelle le harcèlement que subit le corps des femmes Mm. de manière subtile ou frontale dans nos sociétés. Il est vraiment omniprésent et il s'infile dans tous les pans de notre société. Et en être consciente, c'est énorme. Et en être conscient aussi pour les hommes, c'est énorme. Donc je vous Mm. remercie pour ce bel ouvrage et je lui souhaite beaucoup de succès et une longue vie auprès des jeunes et moins jeunes. Alors, tous les mois, on offre le livre de notre invité à un de nos adhérents, une de nos adhérentes. Donc, je vais tirer au sort dans mon joli bol tout mignon. Et ce livre va revenir à hop, hop, JN Choyar. JN Choyar. Alors, il n'y a jamais de hasard parce que le livre choisit la personne idoine. Donc, JN, ce livre est à toi. Je remercie au passage toutes les personnes qui ont renouvelé leurs adhésions à Femmes et Diversité sur Helloasso Femmes et Diversité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Femmes et Diversité, notre chaîne YouTube. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer ce travail et proposer et offrir ces livres de nos invités à nos adhérents. Je vous donne rendez-vous dans un mois pile avec Amandine D et on va continuer sur la thématique du corps avec À main nue. Je vous remercie pour votre fidélité et je souhaite au passage une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde entier. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.